My lucky number is 13. Bonjour et bienvenue dans 13, le podcast en français consacré à Taylor Swift. Mettez votre chapeau de cow-boy, sortez vos bracelets et suivez-nous dans l'incroyable univers de Taylor. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de 13. Bienvenue aux nouveaux auditeurs si vous venez nous rejoindre. Ici, chez 13, on parle de Taylor Swift et merci à nos fidèles, anciens auditeurs, auditrices qui nous retrouvent une fois de plus. Ça nous fait toujours plaisir. Si vous ne nous connaissez pas, je suis Natacha et j'ai avec moi ma Swiftie préférée, Honorine. Bonjour. Bonjour, bonjour. Eh bien oui, merci si vous nous rejoignez et merci si vous êtes là depuis longtemps. On va faire juste un petit point réseaux sociaux vite fait avant de commencer. Donc, vous savez que vous pouvez nous retrouver sur Instagram, c'est vraiment là qu'on publie le plus. Mais depuis quelques temps, on a aussi un compte TikTok sur lequel vous pouvez nous retrouver. On n'est pas aussi assidus que sur Insta, mais bon, on essaye. Et bien sûr, si vous avez envie de discuter un peu avec nous au quotidien, on a aussi un Discord qu'on partage très très régulièrement sur notre compte Instagram. Donc vraiment, rejoignez-nous quand vous voulez. On rigole bien, c'est sympa. On parle de Taylor, mais pas que, et c'est plutôt cool. Bon, je sais pas si vous êtes au courant, mais Taylor Swift est désormais une femme mariée. C'est Madame Taylor Swift Kelsey. Le mariage a eu lieu le 3 juillet dernier à Madison Square Garden en plein New York. Et d'après les quelques informations que nous avons eues, il y avait presque 1000 invités avec un décor sublime, plusieurs salles, une performance de Paul McCartney qui aurait chanté I Wanna Hold Your Hand, une performance aussi de Stevie Nicks, de la nourriture plus qu'il n'en fallait, un open bar, un DJ, une soirée karaoké, bref, c'est fou ce qu'on peut faire avec un budget limité, pas vrai? Ouais, ça fait rêver, hein. Bon, alors en effet, on a entendu un peu tout et son contraire sur ce mariage, et bah vous le savez, nous, la vie privée de Taylor Swift, ça va 5 minutes, quoi, on n'est pas vraiment là pour parler de ça. En revanche, on s'est dit que c'était l'occasion de parler du mariage sous l'angle de sa musique, parce que c'est de ça qu'on aime parler, nous. Et puis du coup, peut-être contredire aussi certaines allégations un peu difficiles qu'on a lues sur Internet récemment, parce que dès que Taylor Swift fait quelque chose, Internet s'enflamme. Donc on avait envie de remettre un peu Taylor Swift au milieu de la scène, pour ne pas dire l'église au milieu du village. Ouais, il y a une critique qui est particulièrement désagréable à lire, enfin moi qui me gêne beaucoup, c'est celle qui dit que maintenant que Taylor est mariée, elle a renié son féminisme qu'elle défend depuis 1989 et autour de cette période-là, et que elle aurait dû rester une girl boss toute sa vie. Alors les amis, excusez-moi, je vais vous dire un truc incroyable, mais en 2026, deux choses peuvent être vraies en même temps. C'est-à-dire qu'on peut être féministe, combattre pour le droit des femmes et vouloir se marier et s'engager à passer sa vie avec une personne en particulier. Vraiment, je sais, c'est difficilement entendable ce que je raconte, mais pour moi, en fait, les gens qui disent ça n'ont jamais écouté sa musique. Clairement, trouver l'amour avec un grand A, c'est ce dont elle parle depuis le début. C'est vraiment, je trouve, ce qui construit son art depuis des années. Donc, on vous propose aujourd'hui, si vous êtes bien d'accord, on va parler d'engagement, on va parler de mariage et on va voir comment Taylor Swift en parle depuis plus de 20 ans dans ses chansons. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready for it? Bam, bam, bam. Vraiment, appelez-moi pour tous vos effets musicaux. La beatbox de Wish. Alors, le but, c'est pas de reprendre toutes les références au mariage dans sa discographie, parce que sinon, on en a pour 8 heures d'épisode. Mais par contre, de reprendre un peu des chansons emblématiques, caractéristiques, qui nourrissent le propos de... en fait, Taylor Swift, c'est quelqu'un qui veut se marier depuis toujours, aussi parce que, et là, on vous renvoie à notre épisode sur l'Americana, mais parce que c'est le modèle dans lequel elle a grandi, tout simplement. Et donc, on pourrait commencer par son tout premier album, avec la chanson Mary's Song, qui est vraiment l'archétype de la chanson country sur le mariage et de ce qu'on retrouve du coup souvent dans les chansons de Taylor Swift. Des amis d'enfance qui tombent amoureux et à un endroit très symbolique de leur relation, il met le genou à terre, il la demande en mariage, et puis ils ont des enfants, et puis ils deviennent vieux ensemble, et la boucle est bouclée, et voilà. Et donc en effet, dans cette chanson, elle tombe amoureuse de son ami d'enfance. On adore. On adore ce trope, c'est notre On adore préféré. ce trope. D'ailleurs, c'est aussi une des chansons que Taylor Swift a choisi de chanter à Paris dans les Surprise Songs de l'Eras Tour quand Travis était là, parce que c'était le 87e show et que c'est son numéro le 87, si vous ne le saviez pas. Nous, on est un peu des expertes en NFL maintenant, donc on est évidemment au courant. Et elle lui dit I'll be 87, you'll be 89, sachant que donc voilà, 87 le numéro de Travis, 89 leur année de naissance. Bref, un peu ces petites invisible strings qu'on aime bien retrouver dans leur histoire. Et du coup, on comprend que le mariage, ça fait déjà partie des choses dont elle rêve
pour la vie future depuis toute petite, en fait. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, quelle petite fille n'a jamais rêvé de mariage? Alors après, la vie fait que, on se marie pas et c'est très bien, dans tous les cas, mais quelle petite fille n'a jamais rêvé, d'être une princesse pendant une journée, franchement? C'est vrai. Et ça fait le lien avec la chanson d'après qui est 15, où en fait, donc elle est un peu plus grande qu'une petite fille, elle a 15 ans. Elle est un peu confrontée entre ces deux projets, devenir une musicienne professionnelle et vivre de son art et devenir, entre guillemets, la meilleure de tout ce qu'elle peut faire. Et ce rêve qu'elle a aussi en elle d'être la princesse d'un jour et une mariée. Dans cette chanson, elle dit Back then I swore I was marry him someday, but I realized some bigger dreams of mine. Donc à ce moment-là, j'ai juré qu'on se marierait, mais un jour j'ai réalisé que j'avais d'autres projets, d'autres ambitions. Cette phrase-là, elle est souvent tournée, je trouve, dans le mauvais sens de ce qu'on veut lui faire dire. Pour moi, quand elle dit ça, elle dit pas je ne veux pas me marier, elle dit j'ai réalisé que j'avais d'autres rêves plus grands. Et entre guillemets, de ce que je comprends, se marier, ça a toujours été un rêve pour elle. Pour autant, à 15 ans, à ce moment-là, dans cette réflexion de devenir adulte, d'être en train de prendre conscience de qui elle se rend compte que devenir une pop star, interprète, une musicienne reconnue, c'est ce dont elle avait le plus envie, bien plus que se marier. Donc en fait, elle fait des échelons, quoi, si vous voulez. Donc elle ne dit pas, je ne veux pas me marier à la star du football. Elle dit, j'ai réalisé que je voulais faire d'autres choses plus grandes avant que juste devenir une femme d'eux. Et ça c'est du féminisme pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, elle cherche avant tout à s'épanouir dans sa vie à elle, à faire ses choses plus grandes à elle, tout en cherchant l'homme qui aurait les épaules suffisamment grandes pour l'accompagner. Oui, et cette quête n'a pas été facile. Et si on fait un petit saut du coup dans cette discographie, on passe de Fearless à Midnights, mais ça fait clairement pour moi le lien avec Midnight Rain quand elle dit He wanted a bride, I wanted that fame. Donc lui, il voulait une mariée, mais moi je voulais la célébrité. Clairement, elle assume son ambition là. C'est pas qu'elle dit qu'elle veut pas se marier, elle dit que elle voulait être célèbre, elle ne voulait pas être juste la femme de quelqu'un. Elle voulait être reconnue pour son travail et voilà, ça passait avant tout quoi. Donc c'est vrai que c'est souvent mal vu que ce soit l'ambition d'une femme qui soit autant affichée. Puis en plus, ça vient un peu bousculer ce code classique de la société américaine. Donc on revient à ce qu'on disait sur l'Americana avec Marie, de ce truc de se marier avec son chéri du lycée, le fameux high school sweetheart qu'ils ont beaucoup là-bas. Ensuite, se marier, avoir des enfants, la maison, le chien, la balançoire, le monospace. Et peut-être qu'elle a envie de ça. Et d'ailleurs, on va voir que dans ses chansons les plus récentes, finalement, elle dit que ça lui donne envie, mais pas forcément dans cet ordre-là. Et comment, dans ce cas-là, parler de Fearless sans parler de la chanson phare de Taylor qui va être Love Story? Allô? Déjà, très mignon qu'elle la chante une dernière fois avant de se marier dans TEU, donc Tie Hand University, donc le camp d'été des Tie Hand dont Travis fait partie. Elle est montée sur scène pour chanter en duo cette chanson et elle dit "He pulled down the ring and said Marry me Juliet". Donc en fait, Taylor, elle a pas aimé la fin tragique de ce conte de Shakespeare. On en a déjà parlé dans notre épisode sur Shakespeare. Elle réécrit l'histoire en donnant une fin heureuse qui termine par, je vous le donne en 1000, roulement de tambour, un mariage. Oui, non, mais de toute façon, les indices étaient là depuis le début, hein. Si on passe après sur un album comme Speak Now, on a la chanson Mine, qui est un peu pour moi une version updatée de Mary's Song, dans le sens où on a toujours un couple qui se connaît depuis très jeune, qui s'installe, qui grandit ensemble, dans le sens qui devient adulte ensemble, quoi, et où elle a des peurs, les erreurs de ses parents, donc en plus on sait que ça doit être à peu près l'époque où ses parents ont divorcé, donc ça vient sûrement nourrir cette narration-là, et elle dit aussi ce qu'elle veut pas dans son couple. Tout le clip de cette chanson, c'est l'évolution de ce couple à travers les années, etc. Donc cette chanson, c'est vraiment genre, ok, la vie d'adulte, c'est dur, va y avoir des obstacles sur la route, mais on choisit d'être ensemble, on se choisit pour toujours. Le mec lui dit dans la chanson, je te laisserai jamais toute seule. Enfin, voilà, c'est vraiment, je pense, le rêve de n'importe quelle jeune fille, quoi. Sur Speak Now aussi, moi je pense à Enchanted, qui démontre vraiment son côté romantique. Le mec, elle l'a rencontré 2 secondes et elle se demandera forever, pour toujours, s'il n'est pas amoureux de quelqu'un d'autre. C'est complètement l'illustration pour moi d'une romantique qui cherche l'amour, mais le vrai amour, quoi. Celui qui durera pour toujours et le plus longtemps possible en tout cas. Celui qui sera timeless.
Exactement. On avance sur Red, du coup, avec vraiment l'album des cœurs brisés. Hein. On a fait longtemps le tour du sujet, on en a déjà beaucoup parlé. Mais malgré tout, elle choisit notamment la chanson Begin Again, de dire voilà, je fais confiance à la vie, je me dis que finalement c'est possible de retrouver l'amour même après un cœur brisé, etc. Je pense que c'est vraiment une romantique dans l'âme, et le but c'est pas de faire du parasocial ou quoi, vous savez qu'on n'aime pas ça, mais je veux dire, les faits sont là. Il parle des films que sa famille regarde à Noël, enfin, c'est clairement les mots de quelqu'un qui se projette sur du long terme, donc même si le mot mariage n'est pas prononcé, quelque part, la vibe est là, quoi. Et surtout, elle choisit d'y croire à nouveau. C'est-à-dire que Ouais. malgré tout, elle continue de croire que elle va trouver l'amour. Et c'est Mm. ça que je trouve intéressant. Moi, je trouve sur 1989, on retrouve cette idée de l'engagement dans How to Get the Girl. Vraiment, genre, elle dit I want you for worse or for better. I would wait forever and ever. Je te veux pour le meilleur et pour le pire. Bon, pardon, ce sont les mots des vœux d'un mariage. Ce sont les vœux qu'on donne à une personne quand on prend quelqu'un en tant que mari et femme. Donc, pour moi, c'est vraiment une illustration claire que Taylor, elle veut pas juste un petit copain, elle veut un mari, et elle le dit tel quel. Et puis, je trouve qu'il y a aussi sur cet album You Are in Love, qui reprend un peu les mêmes idées que Mary's Song ou Mine, qui parle de la vie de couple, la vie à deux, que même s'il y a un peu de routine, finalement, l'amour qu'il y a entre les deux personnes, c'est ce qui est le plus important. Et voilà, on continue sur cette idée que ça se construit, c'est la personne qu'on choisit et on est amoureux. Ouais, je pense que c'est un truc qu'elle a nourri depuis toujours et qui alors se nourrit certainement, oui, de clichés un peu de la société dans laquelle elle évolue, mais comme nous tous, hein. Mais aussi, voilà, d'un profond romantisme et je pense que c'est quelqu'un qui aime l'amour. Je suis d'accord. Si on enchaîne après sur Reputation, je le dis souvent, hein, c'est un album d'amour parce que il y a un moment où il y a eu quelque chose, il y a eu cette relation qui a été un peu sa bouée de secours dans des moments très difficiles où elle était cancel, voilà, et c'était une relation amoureuse. Hein. On a la chanson Endgame, tout simplement. Endgame de quelqu'un, c'est vraiment la personne avec qui on termine, quoi, avec qui on finit le jeu, littéralement. Donc, c'est deux personnes qui sont faites pour être ensemble, et voilà. Et elle dit, I wanna be your endgame, je veux être cette personne-là pour toi. Ensuite, on parle de Lover, la chanson, hein, pas l'album qui est sur l'album Lover, mais la chanson. Comment ne pas parler de Lover quand on parle d'amour et d'engagement? C'est littéralement une chanson qu'elle a écrite pour une première danse d'un mariage, dans laquelle elle dit, s'il vous plaît, que tout le monde m'écoute bien, je prends cet homme pour amoureux. Clairement, on est à quelques mots près de promesse de mariage. On est toujours dans ce champ lexical-là. Quelque chose qui étonne vraiment quand on dit que Taylor, c'est une femme indépendante. Oui, effectivement, Taylor Swift, c'est une femme indépendante. Elle est au-delà de même l'indépendance, mais elle n'a pas besoin d'un homme. Elle veut un mari, elle veut s'engager, pas pour qu'il soit là pour l'entretenir. Elle veut juste quelqu'un qui soit là pour l'accompagner et partager sa vie. Sur l'album Lovers, je pense aussi à Paper Rings. Donc, ce sont les bagues en papier que on peut faire souvent en origami, que les jeunes enfants font. Et elle dit, j'aime bien tout ce qui brille, mais avec toi, je me marierai avec des bagues en papier. Bon, excusez-moi, mais ça pouvait pas être plus évident. Je me marierais avec une bague en papier. Donc, en fait, je m'en fiche un peu, quoi qu'il arrive. Je te prendrai, je te choisirai. Je pense aussi à Cornelia Street, où elle dit, I hope I never lose you. I hope it never ends. J'espère que je te perdrai jamais. J'espère que ça s'arrêtera jamais. Encore une fois, l'usage des mots toujours, des mots jamais, ça démontre pour moi d'une volonté d'engagement envers la personne qu'elle aime. Et c'est pas le discours de quelqu'un qui croit pas au mariage. L'ironie de Paper Rings quand tu vois la taille du caillou qu'elle a eu au final. C'est vrai. Mais c'est pas grave, le sentiment était là. Ensuite, on a du coup les albums sœurs Folklore Evermore. Bon, j'en parlais tout à l'heure de la chanson Invisible Strings, un peu le truc de trouver son âme sœur, où en fait, depuis toujours, il y avait une espèce de fil invisible qui nous liait l'un à l'autre. Ça, vraiment, je trouve ça hyper beau. Mais elle dit, voilà, Hell was the journey, but it brought me heaven. Le chemin que j'ai vécu jusqu'à présent, c'était l'enfer, mais ça m'a amené à toi, le paradis. Et donc, là, pour le coup, c'est hyper fort. Sur Evermore, c'est quand même quelque chose qu'on a beaucoup moins. Alors, même si on a un peu des références au mariage, et je pense notamment à Champagne Problems qu'on a analysé, on est beaucoup moins dans cette vision idéalisée du mariage. Pour moi, Champagne Problem, c'est vraiment une chanson écrite de toutes pièces dans un storytelling. J'ai du mal à faire des liens autobiographiques quand je connais Taylor. Enfin, quand je connais ce que je connais de la vie personnelle de Taylor Swift. Pour moi, Champagne Problem, c'est vraiment quelque chose qui a un peu monté de toutes pièces. C'est vrai que c'est pour ça que le but, c'était pas de faire un état des lieux de toutes les fois où elle parle du mariage dans sa discographie, mais de voir un peu celles qui sont pour le coup autobiographiques et de voir en fait qu'est-ce qui nous a mené
depuis le début de sa carrière jusqu'à son mariage aujourd'hui, quoi. Et de voir toute la dualité qu'il y a pu y avoir parfois entre je veux marier, mais je veux être indépendante, enfin voilà, tout ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure. Et donc, quand on arrive du coup à l'album Midnights, bah, on a en effet cette phrase qui soulève souvent des questions. Dans Lavender Haze. Ouais, dans Lavender Haze, the only kind of girl they see is one night or a bride. Donc en gros, on peut être que soit un coup d'un soir, soit une mariée. Donc dans cette phrase, évidemment, il faut le revoir dans son contexte, elle ne parle pas forcément d'elle-même, mais voilà, en gros, elle a du mal à trouver sa place, peut-être trouver une place à sa relation dans les standards de la société. Quand elle dit No deal, the 1950s shit they want from me, je veux pas un peu la merde des années 50 qu'ils veulent pour moi. Et dans cette phrase-là, elle dit pas je veux pas marier, elle dit juste est-ce que je peux faire ça selon mes propres conditions? Est-ce que je peux, encore une fois, ne pas juste être la femme d'eux? Et donc, arrêter de me poser la question, quoi, en gros. Exactement. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, elle était quand même dans une relation amoureuse longue et elle évoque le fait de vouloir se marier souvent. Enfin, elle l'a déjà dit. Et je pense que ça devait pas être facile pour elle de avoir à gérer toutes ces questions et la pression des médias et peut-être en parallèle le manque d'investissement de la personne avec qui elle partageait sa vie à l'époque, qui manifestement voulait pas se marier. Bon, après, encore une fois, tout ça, c'est la vie privée de Taylor Swift. On n'en sait que ce qu'elle veut bien nous dire dans ses chansons. Et peut-être que les discussions étaient en fait très claires entre eux et que ça, on n'en sait rien. Mais toujours est-il que dans ses chansons, ça paraît pas si clair que ça. On pense à la chanson dont on vous parle souvent et qu'on adore toutes les deux, qui est Renegade. Et où moi, j'ai longtemps dit, en fait, c'est dans cette chanson qui n'est pas sur un album de Taylor Swift, qui est sur un album de Big Red Machine, mais qui, pour moi, nous déroule toutes les raisons pour lesquelles elle a rompu avec Joel Wynn. Ou en tout cas, toutes les raisons pour lesquelles leur relation s'est terminée. Is it really your anxiety that stops you from giving me everything, or do you just not want to? Est-ce que vraiment t'es mal dans ta peau au point de pas pouvoir me donner ce que je veux, ou est-ce que t'en as juste pas envie? Ce qui est horrible, et ce qui est voilà difficile quand une personne a envie de se marier, elle l'a exprimé plusieurs fois. La question de la personne en face ne vient pas, et bon, alors peut-être que quand même il y a eu des discussions entre eux, etc. Évidemment, je veux dire, c'est sûrement un sujet qui a été évoqué dans leur couple, et ça ne nous regarde pas, mais toujours est-il qu'elle évoque quand même beaucoup cette frustration dans ses chansons, quoi. Et d'ailleurs, cette frustration, on la lit très bien dans You're Losing Me, donc qui est la chanson qui a été accolée à Midnight, dans laquelle elle dit I wouldn't marry me either. Moi non plus, je me marierais pas, je me choisirais pas. Sous-entendu, en fait que peut-être, on met des grandes parenthèses parce que encore une fois, on n'était pas dans la discussion. Lui non plus ne voulait pas se marier avec elle. Et c'est vrai que dans cette chanson, elle le dit clairement. Elle dit choisis-moi, engage-toi avec moi, faut que tu y crois avec moi. C'est un peu pour moi, je le vois un peu comme un ultimatum, quoi. C'est choisis-moi ou je vais arrêter de nous choisir parce que j'ai besoin qu'on s'engage tous les deux, quoi. J'ai besoin que tu t'engages aussi avec moi. Ouais, là on sent quand même que dans sa discographie, on est à un moment de sa vie où le mariage, c'est plus du tout ce truc super rose et beau auquel elle croit et qu'elle idéalise. C'est un truc qui la fait souffrir, quoi. On arrive bien sûr à l'album Titi Pidi, truffé de références au mariage aussi et profondément triste, tellement persuadée qu'elle allait se marier avec la muse de cette relation cachée, presque épistolaire qu'il y a eu pendant des années, et où elle dit notamment At dinner you take my ring off my middle finger and put it on the one people put wedding rings on. Donc au dîner, tu joues avec, on imagine cette scène à une table d'un restaurant, tu joues avec mes bagues et tu prends la bague qui est à mon majeur et puis tu la glisses à mon annulaire. Et où elle dit c'est le seul truc que j'ai eu qui se rapproche le plus d'un mariage, en gros. Et elle dit c'est ce que j'ai eu le plus proche de mon cœur qui a explosé. Genre vraiment, c'est peut-être ce qu'elle a vécu de plus fort de toute sa vie, quoi. Ouais. C'est ouf. Et où voilà, elle a tellement rêvé de cette demande en mariage que juste ce geste de quelqu'un qui met une bague à son annulaire, ça la fait vriller, quoi. Donc ça, c'est hyper triste. On pense aussi à cette chanson magnifique et affreuse, LOML, où elle dit You shake, talk me under the table, talking rings and talking cradles. Donc tu m'as menti en me parlant de bague et en me parlant de berceau. Donc clairement, lorsqu'ils ont eu cette relation, il y a eu des discussions autour du mariage, autour des enfants, et c'est pour ça qu'elle est dévastée en fait quand elle écrit cet album. C'est pour ça qu'elle a le cœur brisé en 800 000 morceaux. Juste après ça, elle dit I wish I could unrecall how we almost had it all. Donc, had it all, c'est vraiment une expression américaine pour dire, on avait tout réussi, on avait tout. Globalement, si on fait juste le rapport avec la phrase du dessus, c'est-à-dire d'être marié, d'avoir des enfants. Donc, pour moi, ça refait une boucle sur ce qu'on vient de se dire. Ça fait vraiment des années qu'en fait, elle souhaite, c'est ancré entre guillemets au plus profond d'elle, de vouloir se marier, d'avoir des enfants. Et j'espère que cela vous le rappelle bien, que c'est pas parce qu'elle est devenue féministe qu'elle avait oublié qu'elle avait aussi envie d'avoir des enfants et d'être mariée. Et c'est pas parce qu'elle a envie d'avoir des enfants et de se marier qu'elle n'est pas féministe. Exactement. Les deux sont vrais dans les deux sens.
Exactement. On a aussi sur TTPD forcément So Long London, où là, elle est un peu en colère d'avoir en quelque sorte gâché sa jeunesse pour rien, en gros, pour un homme qui en fait ne va pas la demander en mariage. Alors que bon, elle lui avait écrit Lover, donc à un moment, qu'est-ce qu'il te fallait, quoi, mais bon, bref. Et où elle lui dit I died on the altar waiting for the proof. Donc littéralement, je suis morte sur l'autel en attendant la preuve, donc l'autel de l'église, quoi, l'autel où on se marie. Et en gros, sous-entendu, elle était prête, elle attendait à l'autel et il n'est pas venu, quoi. Et pour continuer dans la bonne humeur, on ne pas parler aussi de The Prophecy, où elle s'interroge sur s'il n'existerait pas une force plus grande qui l'empêcherait en fait d'avoir tout ce qu'elle veut. Finalement, si elle avait fait ce choix à 15 ans de se dire en fait je veux devenir musicienne, c'était soit l'un soit l'autre. Et en fait elle, ce qu'elle veut, c'est pouvoir bien sûr partager l'amour, partager l'engagement et aussi pouvoir continuer à avoir sa carrière. Et donc elle dit I don't want money, just someone who wants my company. Je veux pas d'argent, je veux juste quelqu'un qui a envie d'être avec moi. Et c'est pas un discours que des gens qui ne veulent pas se marier disent. Voilà, c'est vrai qu'il faut quand même pas oublier qui elle est et toutes les contraintes qui viennent avec le fait d'être le mec de Taylor Swift. C'est quand même pas anodin d'être avec elle. Il y a tout un tas de contraintes qui viennent avec ça et donc il faut quelqu'un qui ait les épaules assez solides pour ça. Et malheureusement, elle a vécu à ses dépens le fait d'être avec quelqu'un qui n'avait pas les épaules assez solides. Et du coup, quand après il y a eu la rencontre avec Travis pendant les Eras Tour, etc. Et encore une fois, voilà, le but c'est pas de refaire leur histoire, mais on voit bien la différence entre TTPD où elle dit ça et l'album d'après The Life of a Showgirl où là, elle a avec elle cette personne qui est suffisamment solide pour elle, qui a pas peur de sa célébrité, de sa puissance, de son indépendance aussi. Et qui en est fier presque aussi, je il en trouve. est très fier. Il est tout le temps, enfin je veux dire, t'as l'impression que c'est son plus grand fan, quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est hyper cool. Et donc là, elle fait un peu des aveux, notamment dans Eldest Daughter, où elle dit When I said I don't believe in marriage, that was a lie. Quand je disais que je ne croyais pas au mariage, c'était un mensonge. Et quand elle lui dit aussi When you found me, I said I was busy, that was a lie. Quand tu m'as trouvé, j'ai dit que j'étais trop occupée. Et encore une fois, c'était un mensonge. On rappelle pour la petite histoire que Travis a quand même demandé à la rencontrer quand elle est venue jouer à Kansas City. Voilà, quand il est venu, il avait demandé à la voir. Je sais plus si c'était avant ou après le concert. Et à l'époque, elle avait dit que non, je rencontre personne avant le concert. Je veux préserver ma voix, etc. C'était totalement faux. Et c'est ce qui a enchaîné après le podcast, etc., etc. On va pas refaire toute l'histoire, mais du coup, c'est marrant de voir vraiment le contraste sur le discours d'une femme avec le cœur brisé et basculement avec une femme qui a trouvé une personne qui l'a fait briller, qui l'a fait s'épanouir et qui l'a fait entre guillemets, je trouve, reprendre en elle-même ce qu'elle voulait, ce qu'elle demandait depuis toujours. D'ailleurs, je trouve que ça se lit sur Wishlist, qui je trouve une chanson qui est souvent mal comprise. Pour moi, dans cette chanson, Taylor, elle fait la liste de toutes les choses un peu matérielles que le monde entier veut, genre les accomplissements professionnels, les Oscars, le Real Madrid. Et en fait, tout ça, Taylor, elle les a déjà. C'est la plus grande pop star du monde à ce moment-là. Tout le monde se bat pour aller dans ses concerts. Elle, ce qu'elle veut, c'est juste un homme pour toujours et de l'intimité pour vivre sa vie à elle. Et elle le dit, we tell the world to leave us the fuck alone, and they do. Et là, elle est genre super surprise, quoi. Waouh. Donc voilà, on voit très bien l'évolution. Alors encore une fois, ça veut pas dire que tous les ex de Taylor sont à jeter et qu'il y a que Travis qui est le roi du monde. C'est pas ça qu'on est en train de dire du tout. Je pense que toutes les histoires de Taylor Swift lui ont apporté quelque chose et ont nourri sa créativité et ses albums. D'ailleurs, elle dit dans Peter, Love's never lost when perspective is earned. Donc on voit bien que voilà, à chaque fois qu'on ne gagne pas, on apprend quelque part. Elle l'a toujours mis en pratique dans son art et bon, même si ça a souvent été source de critiques, nous, ça nous donne des chansons extraordinaires à analyser, donc on va pas s'en plaindre. Non, mais c'est vrai aussi un peu pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous avez des ex, alors oui, si c'est vos ex, ça veut dire que vous êtes plus avec aujourd'hui. Bon, vous avez appris des choses. Vous avez appris des choses sur vous-même. Vous avez appris des choses sur la vie. Forcément, j'espère tirer des leçons de tout ça. Donc, finalement, c'est cool. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois, ça, pour moi, ça me fait aussi penser un peu ce qu'on est en train de dire à quand elle avait sorti la chanson All of the Girls You Loved Before. Tu vois, où en fait, toutes les personnes avec qui tu as été avant, toutes les rencontres que tu as fait, que ce soit amoureux ou pas, ça t'a construit, ça t'a mené à être la personne que je rencontre aujourd'hui et dont je tombe amoureuse. Donc ça, c'est hyper cool, quoi. Bon, si on revient un peu sur le mariage en lui-même, alors voilà, on n'est pas là pour faire un épisode gossip. En plus, de toute façon, on a des confirmations de rien du tout. Tout est peut-être vrai, tout est peut-être faux. Il y a à boire et à manger dans ce qu'on voit sur Internet. Donc notre but, c'est pas du tout de spéculer là-dessus. Par contre, le fait que le mariage ait lieu dans un stade, le Madison Square Garden, pour moi, c'est hyper symbolique. Travis, il est joueur de
football américain. Elle chante dans des stades. Elle dit souvent maintenant en interview qu'en fait, Travis et elle, ils ont le même métier. C'est-à-dire que leur job, c'est de divertir des gens pendant 3 heures dans un stade. Bon, pas tout à fait sous le même format, mais sur le principe, elle a pas tort. Pas faux. Et finalement, leur histoire a démarré dans un stade parce que il a eu aussi la curiosité de venir à l'Eras Tour et de plonger dans son univers à elle, dans un stade de football américain. Et puis, pour faire écho à cette chanson Wishlist où elle dit qu'en fait, ce qu'elle recherche, c'est de l'intimité, le Madison Square Garden, c'est un lieu très privé. En fait, c'est un stade qui est fermé. Donc, ce qui permet d'assurer la sécurité, à la fois des invités, parce qu'a priori, il y en avait quand même beaucoup et c'était une très belle liste d'invités. Et puis surtout, je pense, d'apporter l'intimité et la confidentialité à un moment qu'ils n'avaient pas forcément envie de partager, ou en tout cas, qu'ils avaient envie de partager dans les conditions qu'ils choisiraient. Oui, parce que d'ailleurs, la semaine d'après, Travis et Taylor, ils ont été invités au mariage d'un des coéquipiers de Travis, qui était donc un mariage en extérieur, soit dit en passant sublime. Et en fait, il y avait des drones de paparazzi qui ont pris des photos de manière totalement volée et non consentie. Et donc là, on a eu des photos. Donc en fait, on comprend que eux, ce qu'ils ont voulu, c'était avant tout la confidentialité, en effet, l'intimité et le fait de dire, peut-être qu'on montrera des photos. D'ailleurs, peut-être que d'ici à ce que cet épisode sorte, on aura enfin les photos de la robe de Taylor. Et peut-être qu'on les aura pas et c'est son choix. C'est un peu de la curiosité et parce que on a l'habitude de voir Taylor dans des robes de princesse, donc une de plus, ce serait quand même cool. Mais en tout cas, voilà, ils ont fait ce choix-là pour leur confidentialité et en fait, on comprend parce que de toute façon, sinon, dès qu'ils mettent un pied dehors, ils sont photographiés. Ouais. Alors, je voulais faire un petit point. Il y a une vraie différence pour moi entre les photos de paparazzi, genre ils vont au restaurant tous les deux, ou elle va à Electric Studio et genre il y a 800 photographes sur les trottoirs. Ça, pour moi, c'est pas des photos de paparazzi volées sans le consentement de Taylor. Ça, on le sait aujourd'hui. Taylor, elle a les moyens de sortir et de se cacher du regard des gens. Et quand elle décide qu'on va la voir aller dîner avec sa mère, aller dîner avec Travis, aller dîner, même si c'est des paparazzi qui prennent ces photos, on va dire que c'est des photographes. Voilà, on va pas utiliser ce mot paparazzi. En fait, à mon sens, ils sont un peu validés par les relations presse autour de Taylor. Je me demande parfois si c'est pas un accord entre eux, mais c'est pas le sujet. Quand Taylor, elle a pas envie d'être vue, elle n'est pas vue. Pour en revenir à cette histoire de mariage avec Travis, elle avait juste pas envie en fait d'être envahie ce jour-là par des hélicoptères, des drones qui viennent survoler pour attraper des photos. Je pense des photos de ce moment qui leur appartenaient, quoi. Ouais, tout à fait. Et en effet, je suis d'accord avec toi. Je pense que quand elle sort dîner avec Travis ou avec ses parents ou avec Selena Gomez ou avec n'importe qui, et que là, il y a des photos, ces photos-là, par contre, elles sont tout à fait autorisées. Et d'ailleurs, on sait que c'est un bon moyen pour Taylor de nous donner des easter eggs. Oui, oui, c'est totalement différent d'une photo prise à 300 mètres par un drone qui, en plus, après, est retouchée à l'IA. Enfin, il n'y a rien qui va là-dedans, quoi. Mais du coup, pour moi, ça, on revient à But Daddy, I Love Him. No, you can come to the wedding. Non, vous ne pouvez pas venir au mariage. Enfin, elle l'avait clairement dit. Voilà, parfois, on a l'impression qu'elle est devenue tellement grande et tellement publique que certaines personnes, dont ses fans, n'acceptent pas qu'elle ait une vie privée, une vie, tout simplement. Elle est un peu le monster on the hill de Anti-Hero dans ces moments-là. On se souvient, il y a 3 ans, au mariage de Jack Antonoff, où les fans avaient envahi les rues pour espérer l'apercevoir, alors que, elle est juste là en tant qu'invitée au mariage d'un de ses amis proches, et elle a pas demandé à ce que les gens fassent des émeutes pour l'apercevoir. Enfin, c'est pas le lieu, c'est pas le but. Il y a des endroits spécifiques pour voir Taylor Swift, ça s'appelle des concerts. Alors, parfois, elle arrive dans un resto, et il y a des gens à la terrasse de ce même resto, et ils sont là genre, waouh, je devrais jouer au loto, parce que clairement, C'est clair, je c'est ce que suis j'allais dire. au même resto que Taylor Swift, mais c'est hyper rare. Il faut pas compter dessus. Faut pas compter dessus. Pour moi, ça a beaucoup de sens qu'ils se soient mariés dans un endroit fermé où il y a eu des contrôles d'accès. Je suis pas du tout surprise là-dessus. Moi non plus, et je me dis que si on ne voit jamais les photos de cet événement, en fait, ce serait pas complètement déconnant. Quelque part, ça ne nous regarde pas, ça fait partie de sa vie privée. Alors même si je pense que pour les créateurs, notamment la maison de couture qui a fait sa robe ou choses comme ça, ce serait une publicité absolument incroyable. Tu penses pas que la publicité elle est déjà faite juste en disant elle a porté cette robe? Ah ouais, mais entre dire elle a porté une robe Dior et voir la robe Dior, c'est quand même pas pareil. Parce que je veux dire, là, demain, on a la photo de la robe de mariée de Taylor Swift. Tu peux être sûr que toutes les mariées 2027 ont un dupe de cette robe. Un dupe tému. Donc non, pour moi, c'est pas pareil. Et par vrai. contre, voilà, peut-être qu'on ne verra jamais ces photos et en même temps, ce serait ok parce que c'est sa vie privée et finalement, ça ne nous regarde pas, ça vient pas nourrir sa carrière, ça vient pas nourrir son art. Et peut-être que par contre, dans un prochain album, on aura des chansons qui parlent de le jour de leur mariage et ce sera très cool. Mais on n'en attend pas. Voilà. Et un peu quand même parce qu'on aimerait bien, mais en vrai, si elle a pas envie, y a rien qui l'y oblige, quoi. Voilà, la conclusion de tout ça, c'est que elle a quand même passé sa vie à essuyer des chagrins d'amour. Elle a continué à y croire avec toujours plus de courage pour recommencer. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant à voir. Elle a continué à écrire des chansons chaque jour plus belles sur ses chagrins d'amour
l'amour, sur la beauté de l'amour aussi. Et alors là, je vais complètement faire du parasocial, mais je suis très heureuse qu'elle ait enfin réussi à avoir ce qu'elle voulait depuis le début. Bien sûr, je la connais pas. On le sait, hein, jusqu'à présent, je ne connais pas Taylor Swift. Mais de base, je souhaite quand même que les gens soient heureux et qu'ils aient ce qu'ils veulent, comme dans Wishlist. Donc, de savoir qu'elle a ce qu'elle voulait au fond de son cœur, bah moi, ça me rend heureuse pour elle. C'est juste être content pour un autre être humain. Voilà. Jusque-là, c'est plutôt sympa. J'aimais bien cette idée aussi que les gens arrivent toujours à se retrouver malgré les choses compliquées, malgré les aventures, malgré les choses qui réussissent et qui réussissent pas. Peu importe le contexte, comme si tout l'univers devait conspirer pour les mettre ensemble. Et c'est une idée qu'on trouve un peu dans sa chanson la Timeless dont tu as parlé tout à l'heure. I believe we were supposed to find this even in a different life. You still would have been mine and we would have been timeless. Donc tu aurais quand même été à moi et on aurait quand même duré toute une vie. Et ça fait aussi le lien avec justement cette invisible string, le fait que en fait les gens toute leur vie sont liés l'un à l'autre et finalement ils finissent par se retrouver. Moi je trouve que ça fait écho à cette idée de destinée et attention, easter egg ou pas, je ne sais pas, à voir, à définir pour la suite. La destinée, c'est ce qu'on appelle Kismet et c'est quelque chose qu'on a retrouvé plusieurs fois dernièrement chez Taylor Swift. On le retrouve dans la chanson The Life of a Showgirl. On le retrouve dans le documentaire de l'Eras Tour et on le retrouve aussi dans l'article qu'elle avait sorti avec Variety quand elle parlait justement de sa musique et de son écriture. Je trouve que 3 fois, ça fait beaucoup. Ouais. D'autant que Kismet, c'est vraiment, comme tu l'as dit, la destinée, ce qui est écrit pour nous, quelque part, à bien différencier du karma, qui est en fait les conséquences de nos actions. Du coup, oui, ça nourrit un peu une théorie de est-ce qu'on va avoir, je sais pas moi, une chanson qui s'appelle Kismet, un album qui s'appelle Kismet. En tout cas, c'est vrai que ça fait plusieurs fois que ce mot sort et c'est pas un mot assez commun pour sortir 3 fois dans 3 contextes différents et à peu d'intervalle. Ouais, à Donc, voir. Écoutez, tout peut arriver. À chaque fois, je tique. J'ai tiqué une première fois, j'ai tiqué une ouais. deuxième fois, et la troisième fois, j'ai fait hop, hop, hop. Il y a quelque chose là-dessus. Donc, si elle nous le sort une quatrième fois, là, je suis la reine, je prends mon nez rouge et je sors avec ça tous les jours. Hein. Donc, Ouais, d'autant qu'en plus, bon, dans sa discographie, Taylor Swift, elle nous parle quand même souvent du karma, mais du destin, des choses qui étaient écrites, de cette idée un peu qu'il y a quelque chose de plus grand qui décide pour nous, quoi. Et pour autant, ce terme de Kismet, il arrive que dans The Life of a Showgirl. Finalement, c'est un concept dont elle parle depuis longtemps, mais sans mettre ce mot-là dessus, quoi. à suivre. Alors, Natacha, petite tradition de fin d'épisode, qu'est-ce que tu écoutes en boucle en ce moment? Eh ben, écoute, je sais pas, j'ai un flashback. Je réécoute une très très vieille chanson de Fleetwood Mac qui s'appelle Everywhere, que vous connaissez bien sûr beaucoup tous. Elle revient souvent dans mes playlists en ce moment et je prends beaucoup de plaisir à l'écouter. Elle m'apporte beaucoup de joie, beaucoup de douceur. Je l'aime bien. Ça me fait du bien de réécouter ça. Trop bien, j'aime bien cette chanson. Et toi? Alors moi, je peux pas dire qu'il y a une chanson que j'écoute en boucle en ce moment. Par contre, je vous invite à faire cet exercice. C'est une copine qui nous l'a partagé, de faire une playlist de nos 100 chansons préférées de tous les temps, mais avec une règle pas des moindres. On ne peut mettre qu'une chanson par artiste. Eh ben, C'est-à-dire bonne que chance. sur cette playlist de 100 chansons, je n'ai qu'une chanson de Taylor Swift. Ah là là. Et donc j'ai créé ma playlist de 100 chansons. Et Trop en fait, bien. du coup, c'est cette playlist que j'écoute en ce moment et je me dis putain, mais que des bangers et en même temps, normal, c'est ma playlist. Voilà. Je veux que tu me la Donc, je vous partages invite à après. faire cet exercice. Vous créez votre playlist, vos 100 chansons préférées de tous les temps, mais une seule chanson par artiste. Ok, tu me la partageras et puis je vais essayer. Ça, c'est le genre d'exercice que j'adore, hein. Donc ça va pas me prendre longtemps. J'y ai passé 2 heures à peu près, mais c'était hyper cool. Et ma playlist fait 10h32, 6h32, pardon. Et ça a été dur de faire 100 tout pile ou à un moment t'en as mis beaucoup et t'as dû en enlever ou comment t'as fait? Non, j'ai même eu un peu de mal vers la fin, parce qu'en fait, ça veut dire 100 artistes différents. Donc c'est quand même pas évident, je trouve. Ok, Parce qu'en fait, souvent, t'as quand même des artistes dont tu aimes plusieurs chansons. c'est vrai. Donc 100 artistes différents, c'est quand même pas facile. Mais je m'en suis sortie. Very well. Eh ben, c'est super. Et jouons à ça cet été. On Voilà. espère que tout le monde va bien, que vous passez un bel été. Au moment où on enregistre cet épisode, on n'a pas vu la photo de la robe. On ne sait pas si on la verra, mais je préfère le dire si jamais entre-temps elle est sortie. Parce que, je sais pas, tout peut arriver. Ça va très vite aujourd'hui. Et si on l'a pas, eh ben, c'est pas grave. On sera très heureux pour elle, quoi qu'il arrive. Exactement. Et sur ces bonnes paroles, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Salut, salut. Et voilà, c'était encore une belle journée pour parler de Taylor Swift dans notre podcast 13. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Instagram @13.podcast. Vous pouvez également nous écrire pour nous proposer des idées d'épisodes, des chansons analysées ou d'autres théories. Et d'ici là, à bientôt les Swifties. My lucky number is 13.